bienvenue au Café littéraire. Aujourd'hui, ce plateau, comme hier, est consacré au Liban. Nous avons avec nous Manal Salamé pour son roman Habibi Beyrouth, publié à la Tribu, mais également le roman Beyrouth sur Seine. De Sabil Roussoub chez Stock. Et enfin, le premier recueil de Safia Karampali Farhat Zaatar, publié chez Bruno Doucet. Bonjour Manal Salamé. Bonjour Anne. Il s'agit de votre premier roman. Tout à fait. Il est question dans ce roman d'une femme franco-libanaise qui est photographe et qui, après 17 ans d'absence, retourne au Liban. La raison de son retour est de récupérer une carte, d'obtenir une carte d'identité libanaise. Et de là arrive tout un récit qui se passe entre Paris et Beyrouth. On circule, donc circulation entre deux villes, entre deux mondes, entre un récit familial, entre la grande histoire, la petite histoire, quelque chose de politique aussi, parce qu'il est aussi question de la violence politique. Et justement, par rapport à ce dédale administratif, puisque quand votre personnage qui s'appelle Amal arrive au Liban, elle est confrontée à un dédale administratif qui finalement prend une ampleur particulière. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce dédale administratif ? En fait, c'est surtout le retour pour la pièce d'identité était un prétexte pour Amal. Elle ne le conscientise pas forcément au départ, et c'est quelque chose qui, qu'elle réalise au fur et à mesure où elle avance dans ce séjour. Et pour moi, c'était aussi une sorte de miroir tendu à la complexité, effectivement, de la structure de la société libanaise et politique également. Et puis surtout de se dire... je voulais vraiment mêler l'intime au collectif, parce que finalement, ce collectif a toujours une incidence sur l'intime à plein d'échelles, hein, que j'explore à travers d'autres thématiques aussi dans le roman. Mais vraiment, cette pièce d'identité, pour moi, ce qui symbolisait une quête de soi, une quête identitaire, et puis aussi cet enfermement, parfois dans une case, ce que Amal avait fui au moment où elle quittait le Liban 17 ans auparavant. Et donc, symboliser cette case dans laquelle on doit se mettre. D'ailleurs, même quand elle remplit son formulaire pour la pièce d'identité, à un moment donné, elle n'arrive pas à mettre les empreintes dans les cases, le doigt dérape, et puis la jante administrative qui lui dit il ne faut pas sortir des cases, et qu'elle lui retend un formulaire propre pour qu'elle puisse remettre ses empreintes. Donc vraiment cette symbolique de cases dans lesquelles on est assigné dès la naissance, et dont on n'échappe pas, en tous les cas pour la femme, sauf par alliance, par mariage. Et voilà, explorer un petit peu ça, et puis l'affranchissement de cette identité figée. Surtout que quand elle part justement pour ses démarches administratives, elle reste plus longtemps que prévu. Tout à fait. Elle part en pensant que ça allait prendre une semaine. Elle est arrivée sur place, elle se retrouve confrontée à justement cette complexité administrative. Elle se retrouve coincée pendant un mois. Et elle pense que les choses seront simples, mais ce ne serait pas drôle si ça avait été simple. Au moment de l'explosion de Beyrouth, Amal est à Paris. Elle a les yeux rivés sur son portable. Elle vit tout très loin. Sa famille se situe à 1 kilomètre de l'explosion. Et qu'est-ce que ça fait de vivre ces tragédies quand on est loin, de les vivre à distance? Après, je pense que ça dépend de chaque personne. La réaction émotionnelle variera d'une personne à l'autre. Je pense qu'il y a aussi un héritage et un passif qui fait que cette réaction sera variable. Mais il y a un point en commun que j'ai pu observer à travers les échanges que j'ai eus avec les personnes que j'ai interrogées tout au long de l'écriture, et par mon vécu personnel également. On a tendance à penser que la légitimité de la douleur va diminuer à mesure où on s'éloigne de l'épicentre du drame, alors que pas du tout, en fait. La distance va nous priver peut-être... elle ne va pas nous priver, en fait, d'un deuil collectif. Enfin, en tout cas, elle nous épargnera pas ce deuil collectif. Au contraire, elle va nous en priver, justement. Et donc, va émerger une sorte de ce que j'appelle un syndrome du survivant. Alors, c'est pas moi qui invente cette expression, hein, c'est simplement cette réaction qu'on va avoir, où on va culpabiliser de ne pas avoir été sur les lieux du drame, voire d'y avoir survécu, dans le cas où on s'en sort vivant, ou en tout cas indemne. Et donc ça, c'est un sentiment qui m'a très longtemps habité
à chaque drame, parce qu'en fait, il s'est fait que j'ai eu, je ne sais pas, la chance ou le malheur, c'est quand même assez absurde, peut-être de le dire comme ça, la chance ou le malheur d'avoir été loin du Liban dès que les drames sont survenus, donc guerre, double explosion du port, alors que mes proches étaient sur place. Et là, c'est terrible, parce qu'en fait, on rêve que d'une chose, c'est prendre le premier vol et de pouvoir partir au Liban, alors que ses proches vont nous dire, mais tu es complètement folle. Enfin, moi, ma mère, elle me dit, mais tu es complètement tarée, ma fille. Comment est-ce que tu peux espérer être sous les bombes alors que tu es à l'abri? Et donc, il y a cette, cette confrontation des personnes qui sont sur place, qui sont contents qu'on soit loin, et nous, à distance, on rêve que d'une chose, c'est de rentrer. Au moment de sa naturalisation, Amal fait le choix de porter le prénom Amélie. Qu'est-ce que ce geste très fort dit? Alors, au-delà du fait que Amal avait des comptes à régler avec son prénom parce qu'il était sujet à moquerie quand elle était jeune, c'est un prénom qui... Elle ne mesure pas en fait l'importance et la signification en fait de ce prénom, au-delà du sens, Amal voulant dire espoir, mais aussi le fait que ce prénom est neutre et que ses parents ont pris beaucoup de soin à le choisir pour justement effacer toute nuance communautaire au Liban. Mais elle le voit juste comme un prénom arabe lourd à porter et qui va lui compliquer les choses en France. Et on lui dit, et ça c'est une chose que j'ai aussi d'ailleurs vécu en arrivant, et en plus Manal, un prénom encore plus difficile à retenir à l'époque, et on me disait... au moment où j'ai eu la possibilité de naturalisation, j'ai eu cette possibilité de le faire franciser. Et donc, ça m'a un peu interrogée sur faire ou ne pas faire, en fait, et toutes les implications qu'il y a derrière. En ce qui concerne Amal, elle a sauté le pas. Est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est du courage? Je ne sais pas. En tout cas, j'apporte pas de réponse. C'est pas le but de ce roman, mais en tout cas d'interroger sur la portée d'un geste aussi fort, parce que irréversible, et parce qu'il implique un effacement identitaire tel que elle le concevait. Cette identité qui passe par le prénom, notamment en France, on va vous demander, tiens, Amal, c'est quelle origine? Libanaise, musulmane, chrétienne. Donc voilà, c'est ce qu'elle voulait éviter. Et en fait, en faisant ça, en essayant de fuir les cases, elle finit par s'enfermer elle-même dans une case, celle de la bonne arabe bien intégrée. Enfin, elle pense le faire. Elle pense le faire. Et du coup, elle se perd au passage. Et c'était vraiment ça que je voulais interroger, parce que finalement, l'acte en soi, il est violent parce qu'il est possible. En fait, c'est le fait que la France propose de faire franciser son nom au moment de la naturalisation. Je mesurais pas en fait la violence inouïe. Alors certaines personnes veulent le faire peut-être par souci parce qu'un nom, un prénom n'est pas facile à porter, je veux bien. Mais dans le cas de la francisation, c'est vraiment pour moi l'acte ultime d'effacement identitaire, par assimilation en fait. Là, c'est plus de l'intégration, c'est de l'assimilation. Et ce qui est assez ironique, c'est que ça s'est fait par un heureux hasard, heureux ou malheureux hasard, mais qui est quand même drôle, puisque c'est une pièce qui décide pour elle. Oui, alors, pas n'importe quelle pièce. Un dinar algérien. Un dinar algérien. Donc c'est une pièce algérienne qui a choisi de sa naturalisation française. Oui, absolument, absolument. Mais de toute façon, c'est toute l'ambivalence de Amal. Elle est incapable de décider d'elle-même, donc elle laisse les choses au hasard. Mais en fait, le fait de confier ses choix à cette pièce la dédouane également, je pense, en quelque sorte. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec la pièce du dinar algérien, parce que c'est une partie d'elle qu'elle a pas du tout explorée, parce que pareil, elle finit par reproduire en fait le schéma même d'exil de sa propre mère et d'effacement identitaire de sa mère, etc. Oui. Ah oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, sa mère est algérienne. Tout à fait, tout à fait. Alors ce roman, selon moi, explore avant tout la question qui est: que signifie appartenir à un pays qu'on a quitté? Et est-ce que vous avez une idée ou une réponse à ça? J'aurais bien aimé. J'aurais pas écrit ce roman si j'avais une réponse, parce que j'ai cherché. Pourtant, je pense pas que c'est. En tout cas, c'est très variable. C'est très. J'aime cette idée de mobilité. Enfin, pas. En tout cas, d'une identité qui est toujours en évolution, qui est mouvante, qui n'est pas figée. Appartenir à un pays ou pas, je pense qu'aujourd'hui, en plus, à une époque où il y a un repli identitaire qu'on observe beaucoup à travers le monde, et quel que soit, donc il y a une universalité en tout cas à cette thématique.
Et moi, je trouve ça hyper dangereux parce que ce repli identitaire provoque des réactions parfois meurtrières, hein. Là, en pensant aux identités meurtrières de Amin Maalouf. Mais en tout cas, appartenir à un pays, aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'estime que c'est dommage de vouloir à tout prix le faire parce qu'on n'appartiendra finalement jamais à un pays. On est tous finalement des étrangers en quelque sorte partout. On est tous des exilés, parfois même à l'intérieur de son propre pays. Et après l'avoir longtemps vécu comme quelque chose de difficile ou comme un combat, parce que j'ai cherché à le faire, à appartenir à ce Liban que je connaissais qu'à travers mon père, à travers les étés au village, que j'ai voulu construire aussi. J'ai fini par lâcher l'affaire parce qu'en fait, je me suis dit finalement, et prendre le parti, au contraire, de me créer mon propre pays, ce troisième pays justement, et de pouvoir me laisser traverser par toutes ces composantes qui font mes identités et ne pas avoir une identité figée aussi bien dans le temps que dans l'espace. Vous êtes à la fois écrivaine et photographe, et dans votre roman, la photographie et l'écriture se rejoignent. Comment ces deux façons de voir le monde se nourrissent-elles l'une l'autre ? L'approche alors c'est pas forcément une approche parce qu'elle n'est pas du tout, il n'y a pas de stratégie en fait derrière, il y a aucune, j'anticipe pas forcément la manière dont je vais faire dialoguer ces deux médiums. Mais parfois c'est vrai que la photo va venir au moment où les mots ne sont pas assez suffisants ou assez forts ou parfois peut-être trop douloureux à jaillir. Et donc, la photographie peut me permettre d'avoir une porte d'entrée vers une gestion du thème ou de l'émotion que je veux explorer ou ressentir. Et parfois, la photographie ne se suffit pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages dans ce roman qui sont à la base des photos que j'ai faites pendant ce séjour au Liban. Et donc, qui ont donné naissance à des situations, des dialogues que j'ai eus ou imaginaires. Donc j'aime jouer justement avec ces deux médiums, les faire dialoguer sans pour autant que ce soit de la répétition toujours, hein, parfois c'est l'un complète l'autre. En tout cas, voilà, il y a un enchevêtrement que je cherche à travers ces deux façons de m'exprimer. Et la photographie, en fait, j'en fais depuis très longtemps. J'en ai fait mon métier pendant un moment. Aujourd'hui, je m'en éloigne pour me consacrer plus sur la partie, on va dire, documentation un peu. Il y a quelque chose qui m'avait frappée quand j'ai commencé ma première série de photos en 2021, donc après la double explosion du port de Beyrouth d'août 2020, c'est que j'avais une sorte de frénésie, mais c'était viscéral, c'était presque obsessionnel, de capturer les murs, les bâtisses, les rues, pour vraiment figer un peu ce drame avant que la ville à vrai dire, j'aurais peut-être pu prendre mon temps parce que finalement la reconstruction a pris plus de temps que prévu, mais il y a quelque chose que j'ai observé, c'est que tous les 6 mois quand j'y retournais, les choses évoluaient, les traces des révoltes de 2019 s'effaçaient petit à petit pour être remplacées par des choses très commerciales, hein, parfois, hein. Je repense à une colonne où il y avait une phrase de voilà, je rêve d'un Liban qui apprendra de ses erreurs, qui a été remplacée 6 mois plus tard par un mur blanc et juste le logo d'une station essence. Et j'ai trouvé ça d'une ironie implacable et en tout cas édifiante. Et voilà, la photographie pour moi vraiment aide à figer ces instants pour pouvoir se souvenir et participer à une construction aussi de mémoire, parce que les images parlent souvent plus fort que 1000 mots. Donc voilà. J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'il y a possibilité de voir ces photographies ? Alors j'ai un site, généralement je publie plutôt sur Instagram les photos que je fais. C'est assez, je ne le fais pas de manière figée, je vais plutôt les faire dans les stories. Je sais pas, je pense qu'il y a une volonté aussi pour moi de ne pas encore ancrer, on va dire, un travail, de le laisser bouger, évoluer. Et puis en tout cas peut-être, alors pas forcément une exposition en vue, mais en tout cas une série que je vais commencer un petit peu à dévoiler petit à petit, mais principalement sur Instagram. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Manal. Merci, Anne. Je rappelle le titre de votre premier roman, Habibi Beyrouth, aux éditions La Tribu. Et on va enchaîner avec vous, Sabile Roussoub.
Le titre du plateau, c'est le 3e pays, et le titre de votre livre, Beyrouth-sur-Seine, en donne une parfaite incarnation. Je vous présente brièvement. Donc vous vivez entre la France et le Liban, ça dépend des mois, ça dépend des guerres. Vous êtes écrivain, chroniqueur, journaliste, photographe, commissaire d'exposition, et vous écrivez dans la presse régulièrement. Notamment, vous avez participé au dernier numéro de Libération, qui est le Libé des écrivains, qui est paru samedi. Et puis, vous publiez aussi de nombreuses chroniques dans L'Orient le jour. Et en ce moment, il y a toute une série de portraits qui sont consacrés à vos compatriotes dans cette guerre. Ce roman, il est paru en 2022. Il a reçu quand même le prix Goncourt des lycéens, on va le mentionner. Et pour vous l'introduire un petit peu, en fait, je vais vous citer, parce qu'il y avait des tables rondes entre vous à l'Institut du monde arabe jeudi soir. Et vous avez dit une phrase qui me semble incarner quand même très très fortement la proposition du livre. C'est, vous dites, mais moi, en fait, pour la situation au Liban, j'ai plus envie d'entendre des discours. Moi, quand quelqu'un commence un discours, je le coupe et je lui dis, mais raconte-moi plutôt ta vie. Et depuis la vie, à ce moment-là, je peux accepter tous les discours, qu'ils soient radicaux ou non. Et en fait, dans ce livre, vous essayez à la fois d'approfondir votre connaissance de la guerre du Liban, mais plutôt que de passer par les livres d'histoire, ce que vous faites aussi, vous allez interroger vos parents. Et donc, vous le dites, hein, la guerre du Liban ou bien la vie de vos parents, c'est le même combat, c'est peine perdue. Plus on se documente, moins on y comprend quelque chose. Et en même temps, nous qui ne connaissons pas bien cette histoire, je trouve quand même qu'on rentre avec beaucoup de délicatesse dans cette complexité-là, sans avoir la prétention d'y comprendre plus que ça, mais quand même on en apprend beaucoup. Et puis surtout, dans ce livre, on rencontre vos parents et votre famille. Ils ont fui le Liban en 1975, au début de la guerre, en pensant que ça allait s'arrêter le mois prochain. Et puis, de mois en mois, leur vie s'est écrite à Paris, mais toujours tournée vers le Liban, le cœur, les regards, les groupes WhatsApp qui ont beaucoup d'importance. Et ils ont fini par vivre dans ce 3e pays, entre le Liban et la France, avec la guerre qui vient aussi en France à travers les attentats. Et peut-être la première question que je voulais vous poser, c'est que donc, ce livre, au cœur du livre, il y a un portrait de votre père et de votre mère qui ont deux manières complètement différentes de vivre leur rapport à la politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle et lui se positionnent par rapport à ce rapport très compliqué à la politique? Merci pour cette très belle présentation déjà. Merci beaucoup. Alors le rapport à la politique des deux, alors mon père il vient d'une famille chrétienne de la montagne libanaise, totalement arabophone, pas du tout francophone comme on peut en croiser souvent en France. Il est arrivé en France, il parlait très mal le français. Et il vient d'une famille très extrémiste de droite chrétienne de la montagne, et lui était le seul de sa famille à lire des livres. Et à descendre à Beyrouth et à vouloir faire du théâtre, etc. Et donc il était, on va dire, communiste libanais à l'époque. Il avait sa carte et il était très pro-palestinien. Voilà, en tout cas, quand les Palestiniens étaient au Liban, avec Yasser Arafat, etc., il était très pro-palestinien, donc très à l'inverse de sa famille. Puis après, son changement politique a changé, mais c'est un être très politique, qui lisait beaucoup de livres politiques, qui était engagé, qui écrivait dans les journaux, qui a écrit dans les journaux jusqu'à même dans les années 86-87. Et disons que mon père aime bien affronter la politique de face, c'est-à-dire qu'en ce moment, je le racontais dans une autre rencontre, mais ils sont venus me chercher à l'aéroport. Je suis arrivé de Beyrouth il y a 5 jours, et ma mère me raconte qu'en attendant l'arrivée de leur fils, donc mon père, ils sont arrivés 2 heures à l'avance, comme si j'allais arriver 2 heures avant. Et mon père, en fait, donc il y avait plein de Libanais qui attendaient d'autres Libanais. Et donc, comme il y avait plein de Libanais, mon père était très content parce qu'il allait voir chaque personne, il leur disait, mais vous êtes pour ou contre le Hezbollah? Et donc, si il y a un Libanais qui osait dire ouais, mais je suis un peu pour. Et là, il commençait à hurler. Donc ma mère est devenue folle parce qu'en fait, il s'est mis à dos tout l'aéroport. Et donc elle est partie au café attendre. Et mon père, je suis arrivé, il est en train de discuter avec des mecs et à hurler. Donc la politique, en fait, elle est là partout dans sa vie. Il ne vit que pour ça. Il est branché sur les télépolitiques libanaises. Il lit, il imprime tous les jours en A4 tous les journaux libanais. Donc oui, l'écologie, c'est pas son problème. Il a une pile de feuilles comme ça de journaux qu'il lit au quotidien. Et c'est toute sa vie. Et en même temps, c'est lui qui m'a appris à en fait, il aime emmerder le monde. C'est ça son activité principale. Et c'est vachement bien parce que c'est la même qu'être écrivain pour moi. Être écrivain, c'est emmerder le monde et sa famille en premier, soyons honnêtes. Et donc, en fait, il est toujours à l'opposé de ce que l'autre pense. Sauf pour le Hezbollah, en ce moment, il a du mal, il n'arrive plus à suivre sa logique. Mais sinon, vraiment, honnêtement, son idée, c'est juste, voilà, si toi, tu es pro-Macron, il va devenir pro-Mélenchon. Mais si tu es pro-Mélenchon, il va devenir pro-Macron. Oui, et derrière ça, vous dites, qui vous dit que c'est la seule façon pour lui de rester libre?
Et ça, je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose de l'écrivain. C'est-à-dire ce que tu disais sur les chroniques tout à l'heure que je tiens en temps de guerre, c'est parce que mon père m'a éduqué comme ça. Et ma mère, ça va être beaucoup plus rapide. Ma mère, elle aime les gens. Voilà. Marine Le Pen, elle a fait un selfie avec elle. Et elle est super contente. C'est la joie de sa vie. Et 2 secondes après, elle voit Macron, elle fera un selfie avec. Et puis s'il y a un communiste, elle fera un selfie avec. Et c'est pas grave, et elle offrira le livre de son fils. Et lisez-le. Il ne vous aime pas, mon fils, mais lisez-le, c'est vachement bien. Enfin, c'est ce mood-là. Et en fait, le mélange des deux, bah, c'est vachement bien pour moi. Parce qu'en fait, je me dis, il faut que je sois comme ma mère, il faut que j'aime tout le monde, même Marine Le Pen, même si je suis pas d'accord avec elle. Et il faut que je sois comme mon père dans le sens où finalement, quand je vais voir quelqu'un, il faut forcément que je le contredise. Parce qu'en fait, peut-être l'autre a raison, on n'en sait rien. Et c'est là où le discours politique me fatigue. Moi, je trouve que c'est là où je parle du Liban parce que c'est l'endroit où je connaîtrais le mieux la politique. Donc, j'aurais même pas la prétention d'en parler en France parce que je connais même trop mal les régions en France pour parler de politique en France. Mais au Liban, je la connais un petit peu mieux et je vois bien en quoi le discours il est plat en fait au bout d'un moment. En fait, qu'est-ce que ça raconte? C'est ce que tu disais tout à l'heure, ou c'est ce que j'avais dit, mais peu importe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on finit par voter Bardella. Pourquoi on finit par être pro-Hezbollah. En fait, qu'on le soit, on s'en fout. Mais pourquoi t'en arrives là? Et ça, c'est intéressant. Et en tout cas, si on veut changer quelqu'un, moi, je ne crois pas à la politique en macro. Je pense qu'en micro, en tout petit, on peut changer les choses, mais une personne par une personne. Bah, si tu veux changer une personne, tu as besoin de savoir pourquoi elle finit par penser ce qu'elle pense. Et donc, ensuite, on va aller creuser dans nos blessures. On en a tous des blessures. Et on a tous des moments où on est extrême droite, extrême gauche. Peu importe, on peut passer de l'un à l'autre. Parfois, et ça peut être 3 secondes, on a une pensée dingue comme ça, et puis après, on se reprend. Mais tout est possible, je pense. Ça me fait penser à une phrase de Xavier Graal, un poète breton qui est souvent cité par Yvon Lemaine, où il parle des hommes étranges meilleurs que leurs idées. Et j'ai vraiment l'impression que c'est aussi le point de vue de votre mère qui essaye toujours, dans le livre, on la rencontre toujours en train d'essayer de tenir les gens ensemble et de remettre les gens ensemble. Et j'ai l'impression qu'il y a dans votre famille élargie, avec vos oncles, il y a quand même cet enjeu-là. C'est toujours comment recoudre ce qui a été déchiré. Et notamment entre vos 2 oncles, c'est Elias et Habib, l'histoire, elle se joue carrément sur des décennies, quoi. Ça s'éloigne, ça se rapproche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos oncles? Wow. Ben non, mais pour parler de ce que tu dis, c'est en fait au Liban, et je l'avais compris jeune parce que c'est ce qui m'a un peu sauvé la vie, mais en fait c'est le rôle des femmes. C'est le rôle des femmes qui calment les hommes. En fait, les hommes sont des psychopathes. Non, mais sont des psychopathes, des êtres politiques à vouloir. Honnêtement, c'est vraiment, ils sont tous très politisés, et les femmes sont aussi politisées. Mais en fait, elles ont la délicatesse ou l'humilité de ne pas en faire un sujet de dictature à table. Et c'est elles qui vont, en tout cas dans ma famille, je vais parler juste de mon cas, mais en tout cas c'est ma mère, c'est ma tante qui font qu'en fait les hommes de la famille continuent à se parler. Parce qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre et tout le monde pense avoir raison évidemment et tout le monde est plus fort que l'autre, enfin bon peu importe. Et donc c'est elles qui vont essayer de réunir les gens quand même, de dépasser en fait cette question-là, cette question politique qui fait que des gens vont plus s'asseoir à table ensemble ou chez nous carrément, moi je me souviens de mon père et de mon oncle, et mon oncle a sorti une calache, alors c'était il y a 20 ans, sur la table parce que je sais plus c'était quoi le sujet, mais ça devait être encore la Palestine, le Liban, peu importe. Et je n'oublierai jamais cette scène. Et je me dis, mais ils sont dingues. Et donc mes oncles, c'est bien, c'est une bonne introduction pour mes oncles. Ils sortent la calache à table. Là, les 2 oncles dont tu parles, c'est des oncles qui étaient communistes, qui étaient avec les communistes libanais. De l'autre côté de ma famille, moi, du côté de mon père, je disais, ils étaient plutôt extrémistes chrétiens. Donc j'avais un oncle qui était dans les phalangistes, enfin qui était dans la milice phalange. Et je sais pas, je vais rien dire. Non, c'est des êtres pleins d'amour, mais dont la vie les a bousillés. Je pense que 15 ans de guerre civile, honnêtement, moi je sais pas dans quel état je serais après 15 ans de guerre civile. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire. Je trouve que finalement, je trouve que c'est des êtres très durs, très aigris, qui ont vraiment du mal à vivre le quotidien, qui sont très violents, mais pas que forcément physiquement, verbalement, et même dans le silence. En fait, ils sont très violents dans le silence aussi. Mais honnêtement, moi, je sais pas comment j'aurais fini. L'oncle qui était phalangiste s'est tiré une balle dans la tête, par exemple. Et je pense que les 15 ans de guerre n'y sont pas pour rien. Alors évidemment, pas toute personne qui vit une guerre va se tirer une balle, mais je pense que ça aide pas quand tu as des problèmes. Ce genre de conflit de 15 ans de guerre révèle plein de choses chez nous. Et puis alors quand la guerre s'arrête, c'est un vide qu'il faut combler. Et honnêtement, c'est pas facile de le combler, le vide de 15 ans de guerre. Et parce que mais en fait, c'est dans le livre, vous expliquez que vous romancez certaines choses, que vous fondez 2 personnes en une, que vous changez parfois le genre pour essayer de préserver aussi quelque chose. Là, j'avais en tête 2 oncles qui sont opposés, mais je ne sais pas si dans la réalité c'est ça. Ils sont opposés et qui finissent par ouvrir une librairie ensemble.
et après un long temps. C'était ça que j'avais en tête. Mais ça m'amène à cette question de la délicatesse. Vous avez parlé de cette délicatesse de ne pas amener la dictature à table. Et je trouve que dans votre livre, bon, il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi une grande délicatesse de l'enquête. Et qu'il y a comme dans cette manière de romancer un peu, et puis dans la manière dont vous problématisez la manière dont vous allez vers vos parents. Quelles questions vous osez vous leur poser? Quel silence vous acceptez d'eux? Quelle éthique de l'enquête ou de la littérature comme ça qui est un peu entre non-fiction, fiction? Qu'est-ce que vous imposez ou comment vous pensez cette question-là? C'était tout à l'heure, tu parlais du lien entre photo et écriture et tu disais que tu l'intellectualisais pas quand tu l'écrivais. Là, pour moi, c'est un peu la même chose. Je l'intellectualise pas du tout, c'est simplement du sentiment. Et en plus, là, c'est mes parents, donc il y a vraiment un sentiment qui est très proche. Et en fait, l'humilité de la question, elle a commencé même au tout départ, c'est-à-dire que quand je commence à les interroger, je ne sais plus si j'ai 31 ou 32 ans, et je me rends compte qu'ils m'ont rien raconté. Ils sont arrivés en 75 à Paris, moi je suis né en 88, et je me rends compte que j'ai 32 ans et que je ne sais strictement rien de la vie de mes parents à partir de leur arrivée à Paris jusqu'à ma naissance, mais strictement rien. Et tellement rien qu'à l'école, et je le raconte dans le livre, que quand j'étais au collège, je ne savais pas quel métier il faisait, et que pour mon père, je m'étais espion, parce qu'il se débrouillait bien dans les langues, et puis je sais pas, il était tout le temps à la maison avec des journaux, enfin je sais pas, il parlait tout le temps politique. Et ma mère, je m'étais prostituée parce qu'elle rentrait très tard à la maison, elle était toujours très belle, très bien habillée, en talons, en robe et tout. Mais donc j'en rigole un peu, mais j'ai vraiment noté ça sur la fiche à l'école. Et donc à 32 ans, la simple question de leur dire comment vous êtes arrivé à Paris, je n'osais pas la poser, parce que je me suis dit s'ils me l'ont jamais raconté, c'est qu'en fait, ils n'ont peut-être pas du tout envie d'en parler, ils n'ont pas envie de le raconter. Et puis moi, dans ma petite tête d'écrivain, je me dis en plus, je vais en faire un livre. Donc je me dis encore moins que ça finisse dans un livre. Et je me souviens que je sais pas, je suis passé 8-9 fois chez mes parents prendre le petit déjeuner. Et les 8 premières fois, j'étais incapable de. J'avais un petit dictaphone que je voulais, enfin un petit micro que je voulais brancher à mon iPhone pour le mettre, pour assumer le fait que vraiment je les interrogeais. Et puis les 8 premières fois, j'ai pas osé poser la question. Et la deuxième fois, j'ai compris pourquoi. Parce que quand j'ai posé la question, et c'est vraiment le début du livre, ce que je ne pensais pas être le début du livre au début, mon père a tout de suite fait des blagues. Donc je dis comment t'es arrivé à Paris? Et là il me dit à l'aéroport. Je fais oui super d'accord. Et après je lui fais non mais, papa c'est pas ça la question. Je lui demande comment t'es arrivé à Paris. Et là il me dit bah, avec ta mère dans la valise. Voilà. Ma mère était dans la cuisine et là il me dit elle rentrait encore dedans. Et en fait c'est marrant mais parce que ce trait d'humour qui fait, c'était une manière de fuir la vraie question. Et en fait, donc 5-6 minutes après, ma mère est venue, ils se sont insultés, tout va bien, ils sont installés. Et là, il a vraiment répondu pour la première fois. J'ai découvert comment ils sont arrivés à Paris en 75. Et en fait, dès la première réponse, j'ai compris que j'ai vu mon père ne pleure pas. Enfin, honnêtement, à la mort de son frère qui s'est suicidé, je l'ai jamais vu pleurer. Et là, en fait, tout de suite, les larmes sont montées aux yeux. Et en fait, c'est la première fois que je voyais mon père si fragile. Et j'ai compris que c'était la blessure de sa vie et la blessure de leur vie, cet exil-là. Et qu'à partir de là, en fait, j'avais une responsabilité de. C'était un livre qui allait dans le sens de mes parents. Donc, je devais faire très attention à ce que j'allais raconter. Et puis, il y a des moments quand même où vous vous enhardissez. Une idée saugrenue m'est venue en tête, demander à mes parents le top 3 des événements qui les avaient le plus affectés pendant la guerre. Bien après, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment ne pas l'avoir vécu pour poser une question aussi sotte. Donc le top 3 de ma mère, les massacres de Sabra et Shatila, le massacre de Damour, le blocus de Beyrouth. Le top 3 de mon père, ma naissance, la naissance de ma sœur, son mariage avec ma mère qui, selon lui, a eu les mêmes effets néfastes sur le Liban que les accords du Caire. Voilà. Et peut-être une dernière question. J'ai lu quelque part que vous faisiez des tournées dans les écoles avec des écrivains, des écrivaines pour essayer de retisser une certaine idée de l'histoire par la littérature, puisque l'histoire n'est pas enseignée entièrement au Liban. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et l'importance qu'il a pour vous ? Ouais, et en plus ce projet a l'air très prétentieux, mais en fait la volonté première, c'est un peu celle qu'on disait tout à l'heure, c'est essayer de changer les choses, non pas dans le sens global, mais en se disant quand on rencontre des élèves, finalement, peut-être dans une classe, il y a un élève, ça va lui faire quelque chose, et on se dit waouh, c'est déjà énorme. Et on a déjà eu cette expérience cette année. En fait, le projet est assez simple, et d'ailleurs j'espère, Sophia devait y participer cette année, malheureusement avec la guerre, elle n'a pas pu venir à Beyrouth au moment où ça se déroulait, et j'espère que Manal viendra pour une année future. Mais en gros, l'histoire du Liban dans les écoles libanaises, parce qu'au Liban il y a aussi les écoles françaises, anglaises et d'autres, mais dans les écoles libanaises, l'histoire du Liban n'est pas racontée, s'arrête à l'indépendance du pays avec les Français, et après donc les élèves n'apprennent rien de l'histoire du pays.
en fait, il faut s'en remettre à ce que les parents vous racontaient, ou les amis, ou l'entourage, ce qui est pas bon, enfin, ça peut être parfois très bien, et parfois ça peut être juste rien ou que des bêtises. Et en fait, on va avec nos livres, en fait, c'est des écrivains libanais, syriens, palestiniens, parfois arméniens, qui ont écrit sur la guerre du Liban, donc la guerre de 75-90, et on utilise ce prétexte de littérature pour pouvoir faire rentrer ce sujet dans les écoles. Les élèves étudient notre livre, nous posent des questions, et après, en fait, c'est un prétexte pour parler de la guerre. Et quand je dis qu'ils ne savent pas ce que c'est la guerre, je donne 2 exemples généralement. Quand je leur demande le 13 avril 75, est-ce que vous savez ce que c'est? Ils ne savent pas, et en fait, c'est la date dite du début de la guerre du Liban. Et par exemple, si je leur parle des massacres de Sabra et Shatila, je pense qu'ici, ça résonne en vous, voilà, ça résonne. Ben, pour eux, ça ne dit rien à personne. Donc voilà, on part de très très loin, et l'idée, c'est voilà, de venir et de ne pas avoir prétention de vouloir changer le pays, mais juste voilà, à petite dose, à petite touche, se servir de nos livres pour essayer de transmettre quelque chose, se servir de cet objet pour voilà, en faire quelque chose qui peut peut-être aider à peut-être faire nation un jour. Merci beaucoup, Sabine Roussoub. Beyrouth sur scène, aux éditions Stock. Anne. Bonjour Sophia. Bonjour. Il s'agit de votre premier recueil aux éditions Bruno Doucet, Zaatar. Vous expliquez dans les premières pages du livre que vous êtes du Sud-Liban, donc une zone qui est particulièrement marquée par la guerre, et que vous avez fait votre école maternelle dans une école française. Donc le français est la langue de votre scolarité. Et je me demandais pourquoi l'avoir choisi également pour exprimer vos poèmes, pour exprimer l'exil et pour exprimer tous ces sentiments que vous avez, sans doute contradictoires par rapport à la situation. En fait, il y a plein de questions dans votre question, donc on va y répondre petit à petit. Donc moi, je suis née dans le sud du Liban, d'une mère grecque et d'un père libanais. Donc évidemment, vous connaissez, le sud du Liban, il est même maintenant en plein bombardement. Mon village fait aussi partie des villages évacués actuellement, donc avec des bombardements, et c'est le cas déjà au moment de ma naissance, parce que le sud était occupé encore jusqu'en 2000 donc par l'armée israélienne, et parfois on ne le sait pas vraiment. Mais donc en 94 à ma naissance, etc., donc on a grandi là-bas, et puis après mes parents ils font le choix de vouloir me mettre dans une école française. Et leur choix, il est surtout celui de vouloir me mettre dans une école laïque, parce que ma mère est chrétienne orthodoxe, mon père musulman chiite, et du coup, ils ne voulaient vraiment pas faire prioriser une religion par rapport à une autre, et ils voulaient vraiment nous offrir cette ouverture-là. Et vu que toutes les écoles autour de nous, publiques, etc., suivaient le modèle confessionnel, ils voulaient vraiment... même s'ils n'en avaient pas vraiment les moyens, ils se sont débrouillés pour nous mettre dans une école française. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais une enfant qui était très calme, très, très contemplative. Je n'étais pas trop dans le verbal. Et j'absorbais énormément d'images. Et au moment qu'ils m'ont inscrite dans cette école, j'ai commencé à lire beaucoup d'albums jeunesse, et petit à petit à lire, vraiment rentrer dans la langue française comme on entre dans une autre maison. Et de là où il y avait toutes les violences environnantes vraiment dans le sud, alors que ce soit des tirs de roquettes, mais que ce soit aussi les voitures piégées, que ce soit... En fait, la guerre peut prendre plein de formes. En fait, la langue française m'a accueillie, et c'était un peu la langue de mon imaginaire. Mais bien sûr, il y avait le grec aussi et l'arabe à la maison, mais il y avait cette circulation-là. Et donc, quelque part, elle m'a abritée. J'ai réussi à nommer des choses en français. Et donc, j'ai écrit Zaatar en français principalement. Mais je me dis toujours que Zaatar n'est pas écrit qu'en français. C'est que voilà, la langue et le langage sont 2 choses différentes. Et chaque langue, elle permet de nommer des choses différentes. Et moi qui lis aussi beaucoup... et surtout, je dirais, de la poésie en arabe. Je me sens imprégnée aussi beaucoup de cette poésie-là, qui, quand moi, ensuite, j'expire, c'est un peu comme une inspiration, une expiration, j'expire en alphabet français, mais il y a derrière tout un imaginaire arabe, grec et parfois aussi non-verbal. Oui, parce qu'on le retrouve bien dans votre écriture, où justement, vous travaillez une forme qui est particulièrement originale, qui est fragmentée. On voit que le français et l'arabe se cohabitent, justement, et on a même l'impression que la guerre se dissout dans vos mots. C'est une écriture fragmentée. Donc, peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur ce geste d'écriture. Oui, fragmentés, on l'est tous les Libanais quelque part. Il y a une forme de... En fait, c'est que ça nous retient le souffle, en fait. Ça
ça nous serre là au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Vraiment, c'est très organique. Et cette écriture fragmentée qui peut très bien se traduire par la poésie, entre autres comme genre, parce que finalement, la poésie, elle est faite de silence et de vers. Donc vraiment, il y a autant de vers invisibles que de vers visibles. Donc il y a vraiment ce rapport à la respiration et le fait de pouvoir jouer vraiment avec cette mise en page, cette fragmentation, etc. Ça représente un peu aussi nous, comment on respire et essayer petit à petit de faire glisser ça vers des vers peut-être plus ordonnés ou pas et puis après de rééclater le vers pour pouvoir ensuite remontrer qu'en fait il n'y a rien de linéaire dans tout ça et que la guerre se dissolve dans la terre, mais je l'espère tellement que la guerre va se dissoudre, que c'était un peu ça aussi l'idée du za'atar, donc le thym libanais, c'est que c'est une plante qui va pousser vers le haut, là où la guerre, elle tombe vers le bas, et je me dis, la terre, elle a le sol, la terre, moi je viens d'une famille paysanne, elle a une mémoire, la terre, elle se souviendra du phosphore blanc qu'il y a maintenant dans la terre, elle se souviendra de tout ça, et toutes les plantes qui y pousseront, ils porteront en elles des fragments de ça, des molécules, des atomes qui ont été les phosphores avant. Donc c'est quelque chose de très scientifique. Donc pour moi, c'était essayer de placer le za'atar un peu comme cette plante, une plante qui pousse un peu partout, même sur les roches, même avec très peu d'eau. Essayer de récupérer cette mémoire-là et en faire une plante. Et justement, en parlant de récupération, il est aussi question de transmission familiale. Vous évoquiez tout à l'heure votre mère, je crois, mais là, peut-être que vous pouvez raconter aussi brièvement ce que fait votre grand-mère avec le za'atar, parce que vous parlez de la façon dont vous l'utilisez comme un fil conducteur dans votre poésie, mais votre grand-mère aussi l'utilisait, le za'atar. Oui, en fait, donc je disais que je suis issue d'une famille paysanne qui a beaucoup travaillé la terre. D'ailleurs, c'était la seule matière qu'on avait, c'était cette terre-là, et c'était une énorme richesse en fait, en réalité, parce que donc mes grands-parents, donc vous en avez parlé de la guerre civile, sur les silences, etc. Ça aussi, sur la question de la transmission, toi aussi tu en as parlé, Amal. Il y avait beaucoup de silence, donc beaucoup de silence dans les générations. Et en fait, moi, je voyais frénétiquement ma grand-mère planter le za'atar comme ça, tout le temps, à vouloir offrir à toutes les familles du village. Prenez le bocal, prenez... Voilà, et tous les villages environnants. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème avec ce za'atar. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que pour remplacer son silence, ma grand-mère s'est mise à semer du za'atar, notamment suite au bombardement de sa maison, du coup en 82. Donc il y a la maison de ma grand-mère avec sa fille dedans, Fadwa, à qui je consacre un poème, ma tante, qui était handicapée. Elle était sur fauteuil. Et c'était le moment de l'invasion israélienne, donc l'opération Galilée en 82. Et l'armée israélienne a bombardé la maison avec un char, et elle est restée fragmentée en fait. Ma tante, elle est restée fragmentée, et c'est mon père avec sa famille qui ont ramassé les morceaux de sa sœur. Donc c'est des douleurs qui sont vraiment énormes. Et bon, qu'est-ce que tu veux dire après ça finalement ? Et là où il n'y avait rien à dire, elle s'est mise à semer du za'atar comme ça frénétiquement, et c'est pour rendre hommage aussi à tout ça et pour archiver ces histoires-là aussi que voilà, je me suis dit ce petit za'atar va être un titre. Et vous parlez de réalité très dure, mais vous mêlez également dans votre poésie des moments d'une grande douceur, d'une grande sensualité. Vous écrivez par exemple... Je suis enceinte d'une frontière longue de 79 km. Et comment vous faites justement pour faire de votre poésie ce mélange de douceur et de résistance ? Pour moi, il y a beaucoup de résistance qui peut se faire dans la douceur. C'est vrai qu'on associe la résistance à une forme aussi de violence, de prise d'armes, etc., qui parfois est totalement compréhensible, hein, notamment comme mon père a pris les armes pour lutter contre l'invasion israélienne et qu'il s'est fait emprisonner par les Israéliens, c'était totalement légitime. Mais moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de puissance dans une douceur, parce que... ça vient quand on parle de douceur. Oh mince, on veut marteler la voix.
Et donc, en fait, comme disait Sabile aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important aussi à croire dans l'échange. Et il y a plein de personnes qui se plongent dans la haine aussi pour des raisons qui leur appartiennent. Et la douceur peut être aussi un moyen, un vecteur de... Est-ce que quelqu'un peut aller dire aux persman de peut-être attendre demain? Je pense que c'est les Israéliens. C'est les Israéliens. Ouais. Dès que tu parles de douceur. Dès que je parle du Sud. Fais gaffe, on est filmé. Non, je crois que le moment est idéal pour lire un poème. Non, je pense que ça va me le tuer. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment la douceur peut être cette force aussi, cette énergie qui va permettre de rassembler des personnes qui sont profondément en désaccord. Moi, dans ma famille, il y a vraiment tout un panel aussi d'affiliations. J'ai des personnes qui sont pro-Hezbollah de fou, j'ai mes cousins. Et ça part... alors, il y a beaucoup de... Il y a des coups de marteau. Pas grave, on continue, on résiste. Et donc, en fait, que toutes ces personnes-là qui sont en désaccord, la douceur peut les réunir. Et pour moi, la poésie, c'est cette énergie-là qui est capable aussi d'aller directement à l'essentiel parce qu'elle a peu de mots. Donc, en fait, sur une page, tu n'en mets pas des tonnes. Et donc, ça filtre. Et cette capacité de filtrage permet vraiment juste d'aller au-delà des discours politiques et des amalgames, etc. Et juste de pouvoir dire d'humain à humain, voilà ce qu'on a à se dire. Vous avez évoqué la figure de votre père qui avait des rêves de résistance et qui rêvait d'un idéal laïque. Mais il y a aussi un passage très beau dans ce recueil que j'aimerais que vous nous lisiez, où il est question de son incapacité à dire l'amour. Alors, où est passé mon petit livre ? Je peux prendre. La frontière de mon pays s'étend comme un arc sur les branches supérieures d'un grenadier planté par mon père, arrosé par ma mère. Un proverbe au Liban dit « Qui te présente une grenade épluchée, t'aime d'un amour plus pur que le ruisseau. » Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime », ses lèvres cousues par la guerre, il ne pouvait parler, mais il m'épluchait des grenades. Une grenade par jour en septembre, dans chacune des centaines de grains, des aubes nouvelles. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre recueil, Zaatar, paru aux éditions Bruno Doucet. Je rappelle le titre de votre livre, Sabile Rousseau, Beyrouth sur scène aux éditions Stock. Et nous avons ouvert la session avec Habibi Beyrouth de Manal Salamé. Merci. Merci.